suite de l'info média du jour. LCI, la chaîne d'info continue du groupe TF1, remonte la pente après l'erreur historique d'avoir refusé d'aller sur la TNT. Désormais, elle y est. Et elle vient de repasser devant CNews. Alors certes, le chemin est encore long, mais pour donner une idée de l'enjeu, elle vise, LCI, les 1%. Parmi les satisfactions de la chaîne, 24 heures Pujadas, c'est lui également qui avait présenté la grande confrontation, un grand débat au moment de la crise des Gilets jaunes. L'expérience avait été concluante et l'émission revient. Bonjour David Pujadas. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous. Vous avez instauré un nouveau format le soir en prime time, la grande confrontation. On va en parler, mais avant de parler du contenu, la question de l'horaire. Ça sera demain à 20h45. 20h45 pour les chaînes traditionnelles, c'est ce qu'on appelle le prime time, le meilleur horaire. Est-ce que c'est également le cas pour les chaînes d'infos qui sont encore pour beaucoup des chaînes de complément? Sur la durée, non, c'est pas le prime time, mais c'est vrai que pour LCI par exemple, le prime time c'est plutôt entre 18 et 20, en tout cas c'est l'heure de la plus forte audience, c'est la tranche que je produis. Pour d'autres chaînes, la chaîne leader, BFM, c'est le matin par exemple, donc ça varie d'une chaîne à l'autre, mais pour un gros rendez-vous très fort, comme l'a été la grande confrontation 6 fois la saison dernière, là, c'est le prime time, c'est le même moment que les grandes chaînes, parce que c'est une émission très forte. On a été à plus d'1 million la saison dernière. Et donc là, on y va, on se mesure à part égale avec les autres. Et évidemment, vous démarrez à 20h45 pour faire de la contre-programmation, pendant que les autres sont en pub. À 20h45, 20h... Oui, on est encore dans la pub au début. Bon, enfin, le calcul, honnêtement, n'est pas fait spécialement là-dessus. Alors maintenant, le fond, vous recommencez ce soir autour des retraites. Titre, la grande confrontation retraite. Où allons-nous? Avec quel invité? Quel sera le dispositif? Alors, l'idée de la grande confrontation, c'est que c'est les Français, ce sont les Français qui ont la parole. Donc là, c'est un format politique qui tranche avec les autres émissions. Moi, j'ai créé, animé pendant des années des paroles et des actes, puis l'émission politique, c'était un invité politique en majesté, ça a toute sa place. Mais là, après les Gilets jaunes, avec les Gilets jaunes, on a senti le besoin que les Français s'expriment. Ils s'expriment directement et ils interpellent un responsable politique. Donc là, vous vous posez des questions sur l'avenir des retraites, je me pose des questions sur l'avenir des retraites, et bien les Français vont pouvoir les poser, des enseignants, des aides-soignants, des salariés du privé, des chefs d'entreprise, des retraités eux-mêmes. On a un médecin de 94 ans qui sera là. Et il s'adresse à Jean-Paul Delevoye, c'est-à-dire Monsieur Retraite au gouvernement, celui qui conduit la réforme, pour toutes les questions, parce qu'on n'y voit pas clair sur cette réforme des retraites. Combien d'invités? Une quinzaine. Une quinzaine. C'est un dialogue direct, c'est un dialogue sans filtre, c'est vraiment ça l'idée. Il se passe quelque chose dans ces émissions parce que c'est la vérité de la parole des Français. Vous n'avez pas peur qu'il y ait trop de monde sur le plateau? Mais quand vous faites une émission qui fait 2h30 sur un thème unique, vous avez le temps. Et là, on a le temps. Et si vous voulez, il y a tellement de professions concernées par cette réforme des retraites que là, ça se justifie. Quand vous faites plusieurs thèmes, quand ça part dans tous les sens, là, il ne faut pas trop d'invités. Là, on a le temps d'y aller. On l'a fait la saison dernière, plusieurs fois avec ce format. Et si vous voulez, voilà, il y a une ambiance de, je dirais pas de droit de réponse, mais c'est un peu l'idée. C'est la parole est libre, totalement libre, et on y va. Je veux dire, le sens de ma question, c'est que France 2 a relooké l'émission politique que vous connaissiez bien, qui a été transformée en Vous avez la parole. L'invité de la première, c'était le 19 octobre dernier, c'était Xavier Bertrand, et autour, ils avaient fait justement tout un aéropage, plein d'invités, 16 personnes autour de lui. Je vois que ça vous fait sourire, puisque l'audience n'était pas au rendez-vous. 1,27 million de téléspectateurs, seulement 7,2 de part d'audience, très loin du premier numéro de la saison. Et ce qui ressortait de ça, c'est que c'était un gros fouillis. Mais si vous voulez... Et justement, ils avaient la même expression que vous, David Pujadas, stop à l'invité en majesté. Oui, il a tellement été peu en majesté qu'il a été en minorité et les gens n'ont pas regardé. J'ai beaucoup d'affection pour mes camarades de l'émission politique avec qui j'ai passé une année très heureuse. Donc non mais là on parle pas des gens, je parle du format. C'est ça le sens de ma question. On voit que ce format plaît moins que un invité en majesté. C'était le sens de ma question. On en a fait 6 l'an dernier. Il y a eu notamment 2 ou 3 émissions qui ont vraiment fait date parce qu'il s'est passé des choses. Quand il y avait Édouard Philippe face aux Français, quand il y avait le premier dialogue entre les Gilets jaunes et les membres du gouvernement. On a l'expérience de ça, on a créé ça. C'est normal après quand il y a une idée qui est sur la table que les autres s'en saisissent. Voilà, pour eux ça a été moins réussi. Vous voulez dire qu'ils vous ont copié? Non, parce que cette idée-là, je ne l'ai pas inventée, je l'ai repopularisée, je l'ai ressortie d'une certaine
certaine manière des cartons, mais ils trouveront leur chemin. Moi, je suis sûr qu'il y a un avenir pour ces émissions-là. Alors, je peux vous dire, selon nos infos, France 2 revoit en ce moment sa copie. La prochaine, ce sera le 17 octobre et l'invité principal va exister davantage. Il y aura un seul thème de débat, moitié moins d'intervenants et le retour du débat d'éditorialistes en deuxième partie. Il y a de la place pour tous les formats. Donc, France 2 choisit un format plus institutionnel. C'est peut-être la place d'une chaîne de service public. Nous, même si on remplit une mission de service public, on fait un tout autre choix. Encore une fois, moi j'ai fait ces émissions-là pendant des années avec beaucoup de plaisir. Là, on fait quelque chose de différent. Vous recevez Jean-Paul Delevoye demain. Il est haut-commissaire aux retraites en charge de la réforme au gouvernement. Il était difficile à convaincre. Je peux vous dire, moi j'irai pas sous un tir croisé de 15 personnes qui m'attendent avec un bazooka. Comment vous avez réussi à le convaincre? Je pense qu'il n'a pas le choix. Cette réforme des retraites, c'est on a toujours le choix. Non, pardonnez-moi, on a toujours le choix, vous connaissez la télé comme moi, on a toujours le choix de ne pas aller dans une émission. Oui, mais je pense qu'ils sont obligés de convaincre. Et pour convaincre, il y aura les grands débats façon Emmanuel Macron, et puis il y aura les grands débats télé, version Jean-Paul Delevoye, peut-être qu'Édouard Philippe s'y mettra aussi, mais si vous voulez, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés d'aller à la confrontation d'idées avec les gens qui sont concernés. Donc, facile à convaincre, peut-être pas, mais je pense qu'il y a aussi un sens du devoir, si on n'y va pas là, on n'y arrivera pas. Comment vos audiences ? Écoutez, les audiences, c'est une rentrée inattendue et formidable, puisque 24 heures, l'émission que je produis, était leader toute chaîne info en septembre, donc entre 18h et 20h. Je peux vous le dire, sur le mois de septembre, 170 000 téléspectateurs en moyenne, plus 37% entre septembre 2018 et septembre 2019. Alors j'ai regardé les courbes d'infos, toutes les chaînes d'infos montent, ça veut dire qu'il y a une appétence pour l'information. C'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. Il y a une appétence pour l'information. Je pense que nous marquons des points grâce à la pédagogie. Vous savez, des débats à la télé, il y en a plein, mais savoir de quoi on parle au préalable, c'est mieux. Et nous, on a un format qui nous permet, sur chaque thème, de faire la grande présentation avec le journaliste devant le grand écran sur 4-5 minutes, les chiffres, les comparaisons, les faits. Et ça, c'est notre marque de fabrique. Vous me disiez, en entrant dans ce studio, on a eu 30 secondes pour papoter, et vous m'avez dit, le débat à la télé, ça a été inventé par Eugène Sacomano. Alors, je disais, le talk foot à la télé, ouais. Je pense que c'est lui qui l'a invité sur LCI. Parce que moi, c'est à ça que je pensais quand vous disiez tous les gens qui parlent sans savoir, sans connaître leur sujet. Et on en a vu sur plein de chaînes, je ne vais pas les citer, mais on a tous vu des débats avec des non-spécialistes qui avaient des avis tranchés. Oui, et puis surtout, les gens sont facilement perdus. On parle de choses qui sont quand même souvent complexes. Si vous mettez pas les choses à plat, d'abord les faits, rien que les faits, et ensuite le débat, souvent vous perdez les gens en route. Eugène, je pense qu'il a inventé ça, le talk foot à la télé. Il le faisait à la radio depuis des années, il l'a fait à la télé. David Pujadas avec nous, on va parler tout à l'heure d'Eugène Sacomano. On reste ensemble dans Culture Média. Oui, c'est David Pujadas qui est l'invité de Culture Média. Dans l'info média du jour, on parle de son actualité et notamment de son émission La Grande Confrontation, demain soir sur LCI, émission où les Français ont la parole et interpellent les politiques. Demain, le débat portera sur les retraites, la réforme des retraites. On en reparle juste après ça sur Europe 1. L'info média du jour avec notre invité David Pujadas, Philippe. Oui, David Pujadas qui va présenter La Grande Confrontation retraite où allons-nous. Ça sera demain, mercredi, sur LCI à 20h45. David Pujadas, merci de rester encore avec nous quelques instants. On va parler d'Eugène Sacomano, mais une chaîne de télé, c'est comme les grands clubs de foot, il faut des stars. Vous avez vraiment re-signé un contrat de 3 ans. J'ai signé un contrat de 3 ans de production et d'antenne, puisque avec Particule Production, ma société, c'est moi qui produis l'émission. J'ai signé un contrat de 3 ans, mais chacune des parties peut à tout moment y mettre fin. Oh, dis donc, il va être content d'entendre ça. Non, mais c'est valable pour eux aussi. Hein. Ah bon, d'accord. C'est réciproque. Non, ne nous faites pas un plan à la Neymar. Par définition. Je ne sais pas s'il reste. C'est un bon garçon. Voilà. Ai-je besoin de vous le présenter ? Il vient de s'installer dans ce studio. Denis Brognard, vous êtes dans le même immeuble désormais. On est TF1, LCI. Effectivement, sous le même toit, LCI, TF1. Bonjour Philippe. Déjà passé quelques années sous le même toit avant, une vingtaine d'années. Exactement. On est des vieux compagnons. Ça ne nous rajeunit pas. David Pujadas disait que Eugène Sacomano avait inventé les émissions de débat foot à la télévision. Vous, Denis, vous l'avez connu ici, à Europe 1. C'est Sacomano qui vous a engagé. Exactement. Au début des années 90, c'est un moment incroyable puisque à l'époque, il y avait un journaliste de l'événement du jeudi qui avait écrit un gros pavé sur l'histoire d'Europe 1. Ouais. Et dans ce cadre-là, Eugène Sacomano intervenait dans une conférence pour faire un peu la promo de ce bouquin, et moi j'en avais rien à faire du bouquin, mais je voulais absolument rencontrer Eugène Sacomano, et j'étais allé le voir à la fin de la conférence. Il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait rien de tout ça à cette époque-là. Je venais ma carte, j'avais pour la première fois une carte de visite. Il m'avait dit venez me voir mardi, ça m'intéresse quelqu'un pour commenter les matchs à Caen.
il n'y avait pas de cassette, il n'y avait pas d'internet à l'époque. Il m'a pas demandé de cassette, il m'a rien demandé. Je lui ai simplement dit que moi j'avais travaillé à Radio France en région, mais je n'avais jamais commenté le football à ce niveau-là. Ouais. Et il m'a dit samedi, vous faites Caen Saint-Étienne pour le multiplex. Sur sa bonne mine. Voilà. Et je suis certain qu'il n'avait pas appelé le rédacteur en chef à Caen. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière ici. Et ça restera un souvenir absolument impérissable. Mais c'était ça aussi, Sako. C'était la confiance, c'était le regard. On se tapait dans la main. Il n'y avait pas besoin de papier, il n'y avait pas besoin de signature. Quand vous avez démarré ici à Europe 1, enfin c'est d'autres locaux, c'était rue François 1er, vous étiez jeune journaliste, il y avait un autre jeune journaliste qui démarrait, depuis il a fait de la politique, et quelle carrière, vous savez quoi, il est avec nous. Bonjour François Barouin. Bonjour. Vous avez vraiment démarré avec Denis Brognard? Oui, j'ai démarré avec Brognard, avec Sako, avec Oskolovic, avec Pierre-Louis Basse, avec François Claus, avec toute cette équipe. Sako Mano, c'était quoi? C'était qui pour vous? Quel souvenir en gardez-vous, François Barouin? Un souvenir très fort, je suis arrivé, j'étais jeune reporter. Il était au fond de la rédac, là, avec cet open space rue François 1er. Dans son petit bureau, là, au fond. Il sortait comme un diable de son bureau. Et il était qui, toi? Je lui dis, je vais faire le flash. Il me dit, n'oublie jamais, hein, quand il y a un match nul 0-0, tu dis jamais 0 partout. La première leçon. Et ensuite, la première leçon, mais il était généreux, il était gentil, sensible, il avait une culture incroyable, c'était une personnalité formidable qui m'a beaucoup marqué, comme toute cette équipe de journalistes. Ouais, à l'époque, vous étiez journaliste pas spécialisé sportif, vous étiez journaliste infogéné. Ah, j'étais infogéné, je faisais les week-ends, je faisais 3-4 bobineaux par samedi, par dimanche. Et le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir fait comme Denis, de pouvoir faire le multiplex. Bon, je ne sais pas si c'était Caen Saint-Étienne, j'aurais peut-être préféré 3 Auxerre, un truc comme ça. Et sinon, Sako Mano, c'était également un fou d'info, parce qu'il avait démarré à la Provence, il faisait des papiers d'infogénés. On en parlera après, mais il a même écrit un livre sur le milieu marseillais, sur les caïds, avant de se spécialiser dans le sport. Vous parliez d'info avec lui également? Mais il avait une culture universelle, culture littéraire, il était passionné de Céline, il était passionné des grands auteurs. Un homme du Sud rocailleux, une personnalité chaleureuse. Et puis, il donnait des conseils, il engueulait, mais c'était toujours bienveillant, gentil, délicat. Et je me souviens quand je lui ai dit j'allais faire de la politique, il m'a dit tu vas où? Je lui ai dit dans l'Aube. Il me dit oh là là, c'est le coin le plus moche de France, cette grande plaine. La nuit qui tombe dans un grand fracas à 17h pendant l'hiver, tu vas te faire chier. Parce qu'il faut dire que pour Sako Mano, tout était au nord de Marseille. Ah ouais. Voilà. Donc dès qu'on dépassait les quartiers nord de l'Estac de Marseille, il faisait froid. Et puis il aimait bien la vie nocturne. Il aimait bien sortir, il aimait bien, c'était un bon vivant. Il passait, quand on faisait des flashs de nuit à minuit, 1h, de temps en temps il passait, il disait qu'est-ce qui se passe, et puis il reportait. Denis Brognard, vous confirmez? Ah bah c'est clair, le nombre de fois où on a fait des matchs où on revenait ici avec la voiture d'Europe 1, vous savez, c'était une voiture où il n'y avait pas de siège à l'arrière et où on avait dans le coffre des joueurs de l'équipe de France qui ensuite allaient partager une bonne bouffe avec Sako une fois qu'on avait terminé les papiers, comme il disait, les papiers du lendemain, et qui me disait tu finis, moi je vais dîner. David Pujadas, quel souvenir vous gardez en tant qu'auditeur, en tant que téléspectateur de Eugène Sako Mano? Vous ne l'avez pas connu, vous êtes croisés. Il est parti quand vous arriviez ou vice-versa? Jean-Claude Dacier l'a fait venir à LCI juste après mon départ. Ce qui est étonnant, c'est que quand au départ vous entendez une voix, Eugène Sako Mano, c'était une voix. La voix qui part dans les aigus. Et tout d'un coup, vous mettez un visage sur cette voix. Souvent, vous pouvez être déçu. C'est pas évident. Là, il avait une telle dégaine, le Sako Mano, qu'en lui-même, il portait déjà toute sa personnalité, rien qu'à le voir avec ses mimiques, avec sa façon de se tenir, de mettre une épaule plus basse que l'autre. Donc après, le souvenir s'est modifié. J'ai gardé cette image-là, l'image physique de Sako Mano. Et il avait un regard d'enfant. Mais jusqu'au bout, c'est incroyable, il s'émerveillait de tout. François le disait tout à l'heure, mais c'est vrai, il a écrit sur Céline, il a écrit sur Giono, et il aurait aimé, c'est un peu son regret, il aurait aimé qu'on le reconnaisse aussi un peu plus pour ça, pour ses talents littéraires. Pour l'avoir connu un peu, il aurait presque aimé entendre cette émission en son hommage. Merci beaucoup David Pujadas. Avec plaisir. Je le rappelle, la grande confrontation retraite, où allons-nous? C'est demain, mercredi, sur LCI. Merci beaucoup François Barouin d'avoir été avec nous en direct. Vous jouez toujours au foot, François Barouin? Non, les terrains sont trop grands à mon âge. Et il joue très bien au tennis aussi. Ah bon, mais là on était sur le foot. C'était Denis Brognard qui a fait cette intervention. Culture Média.